Et on parle des chiffres de la croissance française pour l'année 2018 et le quatrième trimestre qui viennent de sortir ce matin. C'est tout chaud avec Denis Ferrand. Bonjour Denis. Bonjour David. Directeur général de Rexecode. Alors, il y a toujours pareil, il y a ce qu'on attendait. Alors, en moyenne, c'était 0. Non, c'était la Banque de France était à plus 0,2% Oui. sur le quatrième trimestre. L'INSEE nous livre ce matin donc l'ensemble 2018 et aussi le quatrième trimestre. Banque de France était à plus 0,2. Beaucoup d'économistes attendaient plus 0,1, étaient plus pessimistes. Au final, on a eu plus 0,3%. On se dit quoi? On se dit que c'est inespéré. On a limité un peu la casse quand même. Oui, on a limité un peu la casse, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la décomposition. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le quatrième trimestre, dans les notes de conjoncture de l'INSEE, c'était le trimestre où depuis 15 ans, on n'avait jamais vu une telle progression du pouvoir d'achat du revenu disponible brut. Et la consommation a fait du surplace. Et la consommation a fait du surplace. On n'a pas encore le chiffre du pouvoir d'achat. Il sera communiqué dans la deuxième estimation du PIB qui va sortir à la fin du mois de février. Donc il va encore falloir patienter pour vérifier si ce chiffre était exagéré. Ouais. Mais on avait la baisse des cotisations salariées intervenue début octobre. On a eu la baisse de la taxe d'habitation, intervenue là encore en octobre. Croissance zéro. On dit merci les gilets jaunes, c'est ça? C'est l'effet gilet jaune? C'est probablement un effet gilet jaune, mais c'est probablement aussi quelque chose qui va se décaler dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas perdu. En même temps qu'on a eu cette augmentation du pouvoir d'achat et cette absence de la consommation, ça veut dire que cet argent, il n'est pas perdu. Il s'est retrouvé dans un taux d'épargne qui est probablement aux environs de 16% du revenu disponible brut au quatrième trimestre. Et ce taux d'épargne, eh bien, petit à petit, il va refluer et ça nous fera un peu de consommation additionnelle sur l'année 2019, ce qui n'aura pas été consommé en 2018. Voilà, consommation en point mort encore une fois au quatrième trimestre. Mais on ne peut pas dire que l'économie française en tant que telle, et pour le coup est au point mort, est à l'arrêt. On est face à un freinage qui est fort. On n'a fait qu'une seule année au-delà de 2%, 2,3% en 2017. Ça ne dure pas longtemps chez nous, les années au-delà de 2%. On dit quoi? On dit que c'est un trou d'air, c'est l'expression qui est consacrée, ou on dit que c'est quand même un coup de frein qui est sérieux et qui est durable? Non, c'est un retour à ce que l'on est capable de faire. Parce que quand vous prenez la moyenne des 4 trimestres de 2018, chaque année, on a fait 0,23 en moyenne sur les 4 trimestres de 2018. 0,23, donc en gros, ça vous fait 1% en instantané. En instantané. Je ne prends pas en compte les effets que l'on appelle les effets d'acquis, toute la croissance qui avait été faite en 2017. Acquis, pardon pour la parenthèse, on va la refermer vite, mais qui était acquis de croissance très très positif début 2018 parce que 2017, avec 2,3% de croissance, on rentre comme un train très rapidement en 2018. Et là, pour le coup, quand on se projette, on en parlera après, sur 2019, l'acquis de croissance est beaucoup plus faible parce qu'on entre dans 2019 à petite vitesse. À petite vitesse. Exactement. Mais cette vitesse-là, comment est-ce qu'elle se compare par rapport à ce que l'on est capable d'extraire comme croissance? Eh bien, en fait, on est à peu près à notre potentiel de croissance. Quand on fait 1 en rythme instantané sur l'année 2018, cela correspond peu ou prou à notre rythme potentiel. Et c'est tout à fait cohérent par rapport à ce que l'on a pu connaître des contraintes, des freins qui se sont exercés sur l'activité économique. Oui, la croissance potentielle, effectivement, c'est aux alentours de 1,2-1,3%. Voilà. Mais il y a quand même des effets cycliques intéressants. Oui. Il y a un pétrole qui est pas cher, des mesures de Macron, c'était un peu moins vrai en 2018. Pouvoir. Non, sur je parle de 2019. Parce que là, pardon, je vais un peu vite sur 2019, parce qu'on parle un peu de 2019, mais vous êtes à 1,3 là où le gouvernement est à 1,7. Oui. Et là, on se demande effectivement s'ils ne sont pas un peu hors sol ou s'il n'y a pas un peu de mauvaise foi. Parce que tout le monde a accès aux chiffres. On voit bien que on a vu que le PME, l'indice PME manufacturier, c'est intéressant quand même, il est sous la barre des 50 en France. Ça compte pour du beurre. Enfin, il y a le freinage européen et on a un gouvernement qui vise toujours 1,7. Il y a quelque chose qui est très amusant. C'est vous regardez, c'est la première fois que l'on fait exactement la croissance de l'Allemagne. 1,5% de croissance en 2018. Ouais. Alors que depuis 2009, on a toujours fait une croissance inférieure à celle de l'Allemagne. Sauf que vous avez une différence en termes de projection qui est fondamentale. Je crois que l'environnement économique, il est à peu près le même pour les Allemands et pour la France. Le gouvernement allemand, il table sur 1,1% de croissance sur 2019. Le gouvernement en France continue de tabler sur 1,7%. Alors, okay. Mais encore une fois, certains diront, selon vous, puisque vous êtes à 1,3, quelque chose à lunettes roses, mais en même temps, encore une fois, du point de vue des soutiens des dopants, sur 2019, on a un pétrole qui est moins cher, on a les mesures Macron de pouvoir d'achat des fameux 10 milliards d'euros. On pourrait trouver, les économistes de l'OFCE que vous adorez vous diront que l'output gap, le fait qu'on ait pendant des années été en dessous de la croissance potentielle, il y en a encore un petit peu à rattraper sur 2019. L'output gap, il est fermé. L'output gap est fermé. C'est un truc d'expert, là. On est parti sur un truc technique. Non, mais simplement pour donner un ordre de grandeur. Regardez, en 2017, on fait 2,3% de croissance, on fait 1,5%
au global en 2018 et 1% en instantané. Or, quand vous regardez les difficultés d'offres, donc la proportion de chefs d'entreprise qui se déclarent confrontés à une incapacité à produire, à une incapacité à croître, elle est aussi élevée fin 2018 que fin 2017, quand bien même la croissance a ralenti. C'est bien l'expression de ce que nos difficultés tiennent peut-être plus du côté de notre capacité à produire que d'une insuffisance de demande. Et ça veut dire quoi, on a une incapacité à produire concrètement? Parce qu'on a un taux de chômage qui est hyper élevé. Comment on peut arriver en France à avoir une incapacité à produire? On a un problème d'appariement. On a un problème d'appariement entre les offres et les demandes de qualification, entre les offres et les demandes d'emploi. C'est le plan de formation du gouvernement. C'est notamment le plan de formation. Ce sont des mèches lentes qui vont avoir un effet sur la croissance qui va se diffuser au bout de quelques années. Mais en tout cas, on est sur un vrai blocage qui tient dans notre capacité à produire. Les difficultés de recrutement, c'est encore plus de 45% des entreprises industrielles, c'est 39% dans les activités de services. Et ça vous crée à un moment une contrainte sur la production. On pensait que avec un taux de chômage à 9%, avec un taux de chômage à 9%. Il y a de quoi tomber de sa chaise quand même. Hein. Oui, mais c'est bien parce que là, il faut arriver à remettre en concordance ce qui est demandé comme qualification et ce qui est offert. C'est irréaliste, encore une fois, cette prévision du gouvernement qui a tous les éléments. Il sait que l'indice PME est en dessous de 50 et donc il y a une forme de contraction. Tout l'Europe qui freine, les gilets jaunes, tout ça, il le sait. Encore une fois, c'est irréaliste aujourd'hui. Parce que déjà, les projections, c'est quoi? Qui a donné du 1,5%? C'est l'INSEE dans la Banque de France, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est la Banque de France qui a dit 1,5%. Et l'INSEE prévoit plus 0,4 au premier trimestre, plus 0,3 au second. C'est pas irréaliste non plus. Il y a ces 10 milliards d'euros de soutien pour l'achat des mesures Macron. On peut le regarder de manière très froide. C'est peut-être vous qui êtes trop sombre là. C'est vrai que c'est code. Tout à fait. Nous, on est à 1,3, donc effectivement. Mais il y a un gros écart. Il y a un gros écart. Oui, tout à fait. Et c'est un gros écard aussi en termes de recettes fiscales à terme. Parce que ça veut dire qu'on a un déficit public qui n'est pas tout à fait le même. Si vous êtes à 1,3 ou si vous êtes à 1,7%. Mais regardons froidement. Pour faire 1,7% de croissance, il faudrait que désormais tous les trimestres de 2019, on fasse 0,5. 0,5. On a fait 0,23 en moyenne chaque trimestre. Donc il faut déjà une accélération. Ouais. Est-ce qu'on a des signes d'accélération? Dans les enquêtes de conjoncture, on ne les voit pas. Bien au contraire. Au contraire, plutôt un signe de ralentissement. Alors ok, il y a les mesures de pouvoir d'achat, mais est-ce que la consommation, à elle seule, fait toute la croissance? Non. Parce qu'il faut regarder comment se comportent les autres postes de dépenses. Et le point le plus préoccupant, le point de vigilance à avoir sur 2019, c'est ce qui va se passer du côté de l'investissement. L'investissement des ménages, deuxième trimestre de recul consécutif au quatrième trimestre. L'investissement logement. L'investissement des entreprises, fort ralentissement en fin d'année. Croissance divisée par 2. Oui, tout à fait. En tout cas, on a un fléchissement qui est très fort. Je crois qu'on doit faire 0,3 en instantané, là où on faisait 1,5 au troisième trimestre. Mais c'est une donnée qui est fortement... Sur l'année, en tout cas, l'investissement croît, mais 2 fois moins vite. Oui, sur l'année. Tout à fait. En tout cas, il y a un fléchissement qui est sensible. Et puis, quand vous regardez des enquêtes de conjoncture spécifiques à l'investissement, c'est notamment les enquêtes auprès des vendeurs de biens d'équipement, ils vous disent que leurs intentions de commande, le volume des ventes qu'ils anticipent, se sont quand même plutôt dégradés. Donc on n'a pas de signe de redémarrage de l'investissement des entreprises et c'est ça qui fera qu'on aura véritablement de la croissance ou pas. On aura en 2019 plus de consommation qu'il n'y aura de croissance, ce qui est exactement l'inverse de ce que l'on a eu en 2018 où on a eu moins de consommation qu'il n'y a eu de croissance. Ouais. Encore une fois, on n'oublie pas que le monde entier ralentit, l'Europe ralentit. On n'est pas tout seul. Et qu'on n'est pas tout seul, voilà. Après, il y a toujours dans ce débat la France qui est incapable de répondre à cette demande intérieure. Quand on consomme plus, on importe plus, à cette demande extérieure. Et quand on voit les chiffres de 2018, ça bat en brèche un petit peu l'idée que, bien au contraire, pour le coup, le commerce extérieur a apporté 0,6 points sur 1,5. Il y en a un peu moins de la moitié qui vient des échanges du commerce extérieur. Donc, ça va mieux. Oui, mais justement, c'est intéressant de bien décomposer le comportement des importations et des exportations. Les importations, elles ont fait plus 1% de croissance en 2018, avec une croissance qui est à 1,5. Donc, on a moins importé qu'il n'y a eu de croissance du PIB. Donc, la demande, les importations ont moins réagi à la croissance que mais elle pèse plus lourd aussi. Elle pèse un peu plus lourd. Et puis, vous regardez les exportations. On a fait 2,7% de croissance des exportations en 2018. Les exports croissent plus vite que les imports. Yes. Donc, résultat, mais il y a un mais. 0,6. Il y a un mais, je suis désolé. Et j'avais content, Denis Ferrand. Le maréchal, j'avais content. J'ai un mauvais coucheur, ça doit être ça. 2,7% de croissance, à quoi est-ce qu'on doit le comparer? Les exports. Pardon, des exportations, 2,7% de croissance des exportations. On doit le comparer à ce que spontanément on aurait dû avoir comme croissance si on avait eu la même progression que celle des importations de nos partenaires.
ce que les économistes appellent la demande mondiale. La demande mondiale, c'est de combien croissent les importations. Et les exports ne vont pas assez vite. Et les exports font 2,7. La demande mondiale, ça a été plutôt 3,5%. Donc on a fait un peu moins d'exports que ce que nous promettait la croissance des importations des pays avec lesquels on échange. Il y a toujours ce petit problème de compétitivité qui n'est pas complètement résolu et qui reste de toute façon le chaînon manquant de la croissance française. Ce qu'on n'a pas évoqué, effectivement, c'est la consommation a ralenti, mais on a fait quand même plus 0,8 sur l'année 2018, mais moins qu'en 2017. C'est parce qu'on l'a déjà dit 10 fois, donc on dit ça en passant, il y a ce calendrier fiscal des mesures Macron qui ont quand même plombé le truc. On augmente la CSG, on l'a dit 10 fois tout de suite, et puis on baisse les cotisations et les taxes d'habitation en fin d'année. Voilà. Et ça, puis il y a eu la grève SNCF aussi, il y a eu les gilets jaunes, le pétrole cher. Bon, voilà, on a cumulé un peu, c'est la loi de l'emmerdant maximum. Donc voilà, on pourrait se dire qu'il n'y aura aucun aléa en 2019. L'expérience montre qu'il y a toujours des aléas. Et qui ne sont pas toujours donc il se fourre le doigt dans l'œil, le gouvernement, avec son 1,7. Il est vraiment totalement le 1,7, on va dire que c'est de la détermination. Il faudra beaucoup de détermination pour arriver à 1,7%. Donc en gros, la fourchette, c'est plutôt un 3, un 5 avec... Voilà. Ce sera un 3 puisque c'est notre prévision. On en reparlera d'ici là, il reviendra une fois par mois, on a dit maintenant. Denis Ferrand, donc le directeur général de Rexecode, merci pour ces explications. Merci David.